Bonjour et bienvenue à la lecture assistée sur le chapitre 4, le chapitre 4 étant le rappel sur le tolérancement. En fait, vous avez déjà appris dans votre cours de travaux d'atelier les bases du concept de tolérancement. Mais comme c'est quelque chose qui est super important en métrologie, on va réviser quand même quelques éléments. On rappelle, le tolérancement, ça vient du fait que rien n'est parfait. Puis par le fait même que rien n'est parfait, on doit donc tolérer une certaine imperfection en fonction de l'utilité du produit et du prix. Évidemment, on a déjà dit que plus les tolérances vont être serrées, plus que le prix du produit va augmenter. Parce que ça va être plus difficile à fabriquer, parce qu'il va falloir des outils de plus haute précision, il va falloir peut-être en jeter plusieurs pour en réussir un. Bref, le prix va être vraiment élevé plus que les tolérances sont serrées. En ce sens, le prix du produit vendu doit donc absorber les dépenses faites par l'entreprise pour atteindre le degré de pression qui est demandé. Je rappelle que la tolérance, c'est en fait ce que moi j'accepte de supporter comme erreur. Puis, tout ce qui se mesure dans la vraie vie peut donc se tolérancer. Fait qu'il faut toujours garder en tête que le ratio qualité-besoin est important pour éviter la surqualité. On n'a pas besoin qu'une boîte de Kleenex ait des tolérances de la navette spatiale. Puis, on n'a pas besoin non plus qu'une brouette soit astro-résistante à tel item. On doit toujours tolérancer en fonction de la fonctionnalité de la pièce. Puis, le meilleur truc pour faire ça, c'est toujours se poser la question. Est-ce que le produit en a vraiment besoin pour être fonctionnel? 4.1. Rappel sur la tolérance et l'enveloppe. Quelle est la différence entre la tolérance et l'enveloppe? On peut dire simplement que la tolérance, c'est ce qu'on accepte comme imperfection et que l'enveloppe, c'est l'espace qu'on a pour travailler. Dans certains cas, la tolérance et l'enveloppe sont les mêmes, notamment la méthode 1, qui est le tolérancement symétrique. 4.1.1, la méthode 1, le tolérancement symétrique. On peut voir ici à la figure 10 une tolérance symétrique par rapport au nominal. On voit ici qu'il est marqué plus ou moins 0.015 pouces. Comme son nom l'indique, en fait, c'est une tolérance qui est vraiment symétrique par rapport au nominal. C'est probablement la plus commune, la plus utilisée. Dans l'utilisation de cette méthode, l'enveloppe est toujours égale à 2 fois la tolérance. On peut voir ici une tolérance de 15 millièmes de pouce, alors l'enveloppe va être de 30 millièmes de pouce parce que je peux aller plus 15 et moins 15. 4.12, la méthode 2, le tolérancement bilatéral supérieur. On peut voir à la figure 11 un exemple de tolérance bilatérale supérieure par rapport au nominal. La tolérance supérieure par rapport au nominal, c'est utilisé dans un cas où il est important de ne pas aller sous le nominal, mais qu'au-dessus, c'est un peu moins grave. On utilise souvent cette méthode-là pour la fabrication des canons de perçage, parce qu'on veut s'assurer que la goupille va rentrer ou que le forêt va rentrer. Et s'il était plus petit, il serait tout de suite rejeté à l'inspection. À la dernière figure, on peut voir que la tolérance est donc la même que l'enveloppe. La tolérance est en 5 millièmes et l'enveloppe est dans 5 millièmes. 4.13, la méthode 3, la tolérance bilatérale inférieure. La tolérance bilatérale inférieure est exactement la même chose que la bilatérale supérieure, c'est juste qu'on va travailler sous le nominal. On utilise ce genre de tolérance-là quand c'est important de ne pas aller au-dessus, mais quand en dessous, c'est moins important. Le genre d'exemple qu'on avait sorti en travaux d'atelier, une goupille, c'est souvent tolérancé avec la méthode plus ou moins, plus 0, moins quelque chose. Parce que si la goupille dépasse le diamètre nominal, il y a des bonnes chances qu'elle ne rentrerait pas où est-ce qu'elle doit aller. Notamment un canon de perçage ou un bushing ou whatever. C'est important que la goupille rentre. Il est donc important que le diamètre de la goupille soit égal au nominal ou plus petit. En utilisant la méthode inférieure, on est donc certain qu'on n'ira pas au-dessus de la valeur nominale. À la dernière figure, la figure 14, on peut voir que la tolérance est la même que l'enveloppe. Ici, on peut voir que notre tolérance est à 5 millièmes et par conséquent, notre enveloppe est à 5 millièmes. Dans certains cas, on peut avoir des tolérances doublement négatives. Donc, mettons ici, on peut voir moins 1 millième et moins 5 millièmes. De sorte que la tolérance et l'enveloppe seront un peu différentes. Il va y avoir deux tolérances, moins 0.01 et moins 0.05. Et l'enveloppe est la différence entre les deux, donc 4 millièmes. On utilise ces méthodes, notamment la double négation, quand on veut s'assurer que la pièce usinée soit plus petite que ce qui est demandé. C'est pour des raisons d'identification et de standard qu'on utilise ce type de référence-là. C'est juste parce que ça serait... En fait, c'est un peu mêlant là, pour les machinistes ou même les designers ou whatever. Quand on lit 0. Mettons, on prendrait 0.250, on pourrait dire 0.249. On s'entend, c'est quasiment un quart. Par conséquent, on va avoir tendance à dire c'est une goupille un quart, mais la réalité, c'est qu'au niveau du tolérancement, elle va se trouver en fait entre 249 et 245 millièmes de pouce au niveau du diamètre. On peut utiliser cette méthode-là en double positif aussi dans le tolérancement bilatéral supérieur.
Notamment dans l'exemple que je présente ici, un canon de perçage, on peut voir que à l'extérieur et à l'intérieur, donc les deux dimensions sont en tolérancement bilatéral supérieur au nominal et dans les deux cas, on a des valeurs supérieures entre 14 dix millièmes et 17 dix millièmes pour le diamètre extérieur et entre 1 dix millième et 4 dix millièmes pour le intérieur. 4.1.4, la méthode 4, la tolérance qu'on dit bilatérale. La tolérance bilatérale peut être utilisée dans un cas où vous avez besoin d'une tolérance différente entre le supérieur et l'inférieur au nominal. Dans l'exemple qu'on donne à la figure 16, on peut voir que les tolérances, il y a moins 7 millièmes et plus 5 millièmes, ce qui nous donne une enveloppe de 0.13 millièmes de pouce. Un exemple d'utilisation de cette tolérance, on peut l'avoir fréquemment dans les tolérances de profil. On peut voir la figure 17, une boîte de tolérancement géométrique avec le symbole du demi-cercle qui signifie profil, avec plus 5 millièmes, moins 7 millièmes. On verrait une pièce de fibre de verre, vous savez quand vous démoulez une pièce, les bordures sont jamais très égales. Donc, on pourrait imaginer le nominal. Le nominal, c'est où est-ce qu'on veut qu'on coupe. On veut que la pièce, évidemment, on aimerait ça que la pièce soit parfaite et qu'elle soit coupée exactement sur la ligne de coupe. Mais la réalité, c'est que on va peut-être aller un petit peu plus haut, puis on va peut-être aller un petit peu plus bas. Je rappelle aussi que les pièces en fibre de verre, c'est pas facile à découper, hein. C'est normal de se laisser un jeu sur la découpe. Imaginons maintenant que la pièce qu'on vient de découper est dans un assemblage. On a donc calculé que si la pièce avait 5 millièmes au-dessus du nominal, il ne devrait pas avoir de point haut critique ou de difficulté à l'assemblage. Si la pièce est découpée un petit peu plus courte que le nominal, ça va donc créer un jour. Fait que si on ferait un test à la lumière, donc je viendrais assembler, puis je regarderais à la lumière, je verrais l'espace, donc la lumière, ce qu'on appellerait le jour. Dans la majorité des assemblages en matériaux composites, les jonctions entre les pièces se font par collage. Puis on vient délibérément créer un joint entre les parties. C'est une méthode qui nous permet de combler les jours puis nous assure une belle finition entre les deux items. Comme vous pouvez vous en douter, il y a une certaine limite aux joints possibles. C'est d'ailleurs souvent dans les caractéristiques du matériau utilisé qu'on peut établir la tolérance inférieure de profil à découper. Par exemple, si je colle deux éléments, mettons deux éléments de composite avec la colle Plexus MA330. D'ailleurs, c'est une colle qui est fréquemment utilisée dans le domaine. Et on veut venir combler le joint avec la même colle. Si on regarde dans la fiche technique de la Plexus MA330, l'espace à remplir, qu'on appelle le gap filling en anglais, doit être entre 0.75 et 3.2 mm. On a donc tendance à viser un joint d'environ 1 mm, parce que le minimum c'est 0.75, le maximum 3.2, parce que si on va à 3.2, ça va consommer quand même beaucoup de matière et la colle, ça coûte relativement cher. En plus, ça nous permet de respecter l'espace minimal proposé par le manufacturier, en plus d'avoir un certain jeu. Fait que si on regarde à la figure 19, on pourrait voir ici où est-ce qu'on aurait un joint trop gros. C'est plus pour des raisons que c'est trop gros et que ça va coûter cher. On voit l'exemple numéro 2 où est-ce qu'on aurait un joint parfait, exemple 1 mm. Puis finalement, l'exemple numéro 3 où est-ce qu'on voit que le joint de colle en rouge est légèrement trop court. Fait qu'exemple, mettons à 0.75, on pourrait voir que notre jour n'est pas parfaitement comblé. De plus, une des raisons pourquoi on ne veut pas faire un joint de colle trop grand, c'est que ça alourdit inutilement les pièces, en plus de nuire aux propriétés mécaniques, d'adhésion, puis finalement ça coûte très cher. Le cas numéro 2, comme je disais, c'est l'exemple parfait. Il remplit les jours, il respecte l'espace à combler proposé par le manufacturier. Puis finalement, le cas numéro 3, le joint de colle est trop petit, il ne comble pas les jours et peut affecter les propriétés mécaniques et de la colle tout en compromettant l'adhésion entre les pièces. Chapitre 4.2, le rappel sur le minimum et les maximums de matière. On se rappelle qu'il n'y a pas juste la méthode dans le plus ou moins dans le tolérancement. On peut utiliser aussi le concept de minimum et maximum de matière. L'avantage de travailler avec le minimum et le maximum de matière, c'est qu'il nous permet une erreur de forme. Je rappelle que le mot MMC, c'est Maximum Material Control et le terme LMC, Low Material Control. MMC est donc le maximum de matière et LMC, le minimum de matière. On va toujours prendre l'exemple du trou et de la goupille étant un exemple très typique. On peut voir ici à gauche la plaque qui est trouée et on utilise le concept de minimum-maximum de matière parce qu'on identifie deux cotes, 9.8 et 10.5. Au niveau de la goupille, on peut voir qu'on a un diamètre proposé entre 9.8 et 9.6. On peut observer que la estime de tolérancement, plus ou moins, n'est pas présent. C'est normal parce qu'on ne travaille pas avec ce concept-là, mais on travaille avec le minimum-maximum de matière. Comment est-ce qu'on fait pour identifier le MMC puis le LMC? En fait, c'est pas très compliqué. On se pose toujours la même question. Est-ce qu'il y a plus ou moins de matière? On va y aller avec le cas numéro 1, l'exemple de la goupille, parce que c'est souvent le plus facile à se figurer. Donc, imaginons qu'on a une enveloppe imaginaire. D'accord? Au maximum de matière de la goupille. L'enveloppe représente donc une limite à pas dépasser. Il ne faut pas dépasser ça. Sinon, la goupille ne va pas entrer dans le trou.
faut absolument qu'elle rentre dans le trou. Par conséquent, l'enveloppe imaginaire va être au maximum de matière qui est à 9,8. Si la goupille se trouve au maximum de matière, qu'est-ce qu'on va remarquer? En fait, qu'est-ce qui va arriver? Elle va remplir tout l'espace disponible dans l'enveloppe. Donc, si elle est légèrement croche ou incurvée, qu'est-ce qui va arriver? Ben, elle va sortir de l'enveloppe imaginaire. Par conséquent, elle va donc être non conforme. Donc, si on travaille avec la goupille et qu'on usine au maximum de matière, on va donc obliger la goupille à avoir une cylindricité parfaite. Elle peut pas être croche, elle peut pas être incurvée. J'avais donné l'exemple justement du macaroni. La goupille se doit d'être parfaitement droite pour être fonctionnelle. Ça tolère donc aucune variation de forme de la goupille. En ce sens, il est vraiment plus avantageux de travailler avec une goupille au minimum de matière parce que ça va nous permettre qu'elle ait une légère déformation et elle va toujours rentrer dans l'enveloppe imaginaire. Évidemment, on ne peut pas aller en dessous du LMC parce que on va être hors tolérance aussi. On va donc imaginer la même situation, mais maintenant pour le trou. On va penser au minimum de matière qui va donc être au maximum de diamètre parce qu'il va y avoir moins de matière, donc minimum. Dans le cas échéant, le trou va devoir avoir une cylindricité parfaite pour être conforme. Si le trou est légèrement anguleux ou que le fini de surface n'est pas bon, la tolérance va donc pas être respectée. À la figure 23, on voit une vue de coupe. L'enveloppe imaginaire est en rouge et on peut voir le trou qui serait illustré en pointillés noirs. Donc, dans le premier coup, si le trou est légèrement en angle, ben, ça fonctionnera pas. Si le fini de surface n'est pas bon, mettons, ben, ça sera pas bon non plus. Dans le cas d'un trou, donc un perçage, il est donc plus intéressant d'aller au plus petit diamètre et d'aller chercher le maximum de matière du trou. On peut donc tolérer une certaine angularité ou un mauvais fini de surface. On peut donc voir à la figure 24 que le trou, qui serait percé à son plus petit diamètre, donc au maximum de matière, rentrerait dans l'enveloppe imaginaire. Par conséquent, ça serait conforme. Chapitre 4.3, la tolérance de position diamétrale. La tolérance de position diamétrale est en fait une tolérance demandée plus élevée que le classique plus ou moins. On l'utilise largement dans plein de domaines, notamment l'aéronautique. Facile à reconnaître, on voit rapidement ce type de tolérance via le signe qu'on voit à la figure 25. Donc ici, on voit dans la boîte dimensionnelle une tolérance de position. On voit le trou avec la croix dedans, ça veut dire positionnement. Puis ensuite, le signe à côté est un signe de diamètre et marqué 1. Dans le cas échéant, c'est 1 mm par rapport aux surfaces A, C et E. On va commencer par comprendre le concept de position d'un trou. Je rappelle, un trou, c'est toujours coté par rapport au centre. On va donc considérer l'exemple suivant. Imaginons que je veux un trou à 3/4 de pouce plus ou moins 15 millièmes et à 1 demi-pouce plus ou moins 15 millièmes. On voit donc que le centre du trou doit se positionner à cet endroit-là. Le centre du trou est donc un point noir et il est coté à 3/4 en X et à 1 demi en Y. La boîte verte, c'est en fait l'enveloppe de tolérance. On avait dit qu'on voulait plus ou moins 15 millièmes dans les deux sens. Par conséquent, ça va créer une petite boîte. Le centre du trou peut se trouver n'importe où à l'intérieur de la boîte. Si on fait le calcul, ça veut dire que le centre du trou peut se trouver partout entre 735 millièmes et 765 millièmes en X et partout entre 485 millièmes en Y et 515. On peut donc imaginer que c'est une tolérance relativement large. Puis si on se met au pire de la situation, le centre du trou, s'il peut être partout dans la boîte, ça veut dire qu'il pourrait se trouver au coin de la boîte. Mais si on fait un calcul, on va pas être à 0,15 millième par rapport à où est-ce qu'on voulait être. Si on se retrouve dans le coin de la boîte puis qu'on fait la mesure, on va se retrouver en fait à 21 millièmes. Ça a l'air de rien parce que tu dis, bon, 15 millièmes, 21 millièmes, c'est un pet. Mais non, mais en fait, à cette échelle-là, c'est une super grosse erreur. On s'entend, c'est 40% d'erreur. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, particulièrement dans les domaines de précision comme l'aéro, on exige pas une tolérance plus ou moins, mais une tolérance diamétrale parce qu'elle va nous obliger à avoir le centre de trou, non pas dans une boîte, mais dans un diamètre établi, donc dans un cercle. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser plus ou moins 0,15, on va dire tu dois te trouver dans un rayon de 0,15. On voit donc que l'enveloppe est réduite grâce à la tolérance diamétrale. On voit donc que pour 15 millièmes, la tolérance est plus serrée car elle exclut les coins de la boîte. On voit bien la réduction de l'enveloppe en rouge à la figure 29. Le centre de trou doit donc maintenant se situer n'importe où, mais dans le cercle mauve et non dans la boîte verte. On comprend donc que nos chances de percer au bon endroit viennent de diminuer parce que mon enveloppe a été réduite. Tu sais, vu que c'est un cercle, là, si vous vous trouvez au maximum de la tolérance dans un axe, ben en fait, vous avez plus de jeu pour travailler dans l'autre axe. Mais si vous réussissez à bien vous positionner sur le premier axe, vous allez avoir plus de jeu sur le deuxième axe.
En fait, c'est pas très difficile. Pour pouvoir savoir où est-ce que vous êtes et si vous êtes dans les tolérances, vous devez travailler avec l'équation du cercle dans un plan. L'équation d'un cercle dans un plan est x au carré plus y au carré égale r au carré. En fait, vous connaissez Pythagore, c'est exactement la même équation. Et pour valider le positionnel d'un trou coté selon la tolérance diamétrale, on utilise la formule, mais avec la racine carrée. Si on regarde la formule, en fait, le x, qu'est-ce qu'il représente? Ben, il représente la différence entre le nominal et la valeur mesurée sur l'axe des x, toujours en valeur absolue. En y, même chose, mais sur l'axe des y. Et finalement, r représente la moitié de la tolérance diamétrale, donc le rayon de la tolérance. Si votre réponse, donc si vous faites le calcul, est plus petite ou égale à r, votre positionnel de trou est donc conforme. C'est ce qui conclut le chapitre 4. Nous allons d'ailleurs faire un exercice par rapport à la tolérance diamétrale, car je sais que ça peut être un peu compliqué de comprendre toute cette matière. Donc la suite du vidéo va être simplement axée sur un exercice. Alors, nous voici donc dans la partie exercice du chapitre 4. Alors, on va faire l'exercice suivant. En fait, ça représente une plaque avec 3 trous. Donc, on peut voir ici sur le plan les positions, donc les nominales des trous. On peut voir la boîte de tolérancement un petit peu en haut, les tolérances générales. Puis, finalement, la position, donc suite à l'inspection métrologique, quelles sont les positions réelles des trous. Donc, question 1. Quelle est la tolérance diamétrale dans ce plan? En fait, si on regarde la boîte de tolérancement, on peut voir ici qu'il y a une position de diamètre de 0,8 mm. C'est donc la réponse à la question 1. Question 2. Est-ce que le trou numéro 1 est conforme? On va donc commencer par se rappeler en fait de la formule qu'on va utiliser pour le tolérancement diamétral. On a vu ça dans le cours de travaux d'atelier, mais on l'a vu aussi dans ce cours-là. Donc, la formule étant x au carré plus y au carré doit être plus petit ou égal au rayon au carré. En fait, c'est la même équation qu'un cercle dans un plan. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette formule-là, mais on va utiliser la formule transformée pour nous donner une réponse directe. Donc, en fait, c'est x au carré plus y au carré, et on fait la racine carrée de cette somme-là, et on doit vérifier et s'assurer que c'est plus petit ou égal au rayon. Le x, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, en fait, le x, c'est la variation de x, toujours en absolu. C'est important de toujours travailler en absolu. Fait qu'on utilise la fonction absolue, le x du nominal moins le x réel. Y, c'est la même chose. C'est la variation entre ce qui était coté et ce qui est réel. Donc, on peut voir, la formule, c'est en absolu, le y nominal moins le y réel. Puis finalement, R, en fait, c'est la tolérance diamétrale divisée en deux. Rappelons, le terme diamètre est en fait 2 rayons. On va commencer dans la section calcul avec le x. Donc, on va commencer, le x nominal est en fait 20 mm si on regarde sur le plan. Le x réel, quant à lui, est de 20,21. En absolu, la différence entre 20 et 20,21 est de 0,21 mm. En y, si on regarde le y nominal sur le plan, ça donne 15 mm. En y, on a mesuré 15,60. Donc, la variation entre 15 et 15,60 est de 0,60. Dans la deuxième section de calcul, on va calculer notre R. On a dit que c'était en fait la tolérance diamétrale divisée en deux. On a dit à la réponse 1 que la tolérance diamétrale était de 0,8, ce qui donne un rayon de 0,4. Et puis finalement, on va faire notre calcul. Donc, x au carré plus y au carré, la racine carrée de ceci, est-il plus petit ou égal au R? Ce qui donne 0,21 au carré plus 0,60 au carré, ce qui donne 0,64. 0,64, c'est plus grand que 0,4. En ce sens, le trou n'est pas conforme. En fait, on pouvait vraiment s'en douter parce que immédiatement, dès qu'on a fait le calcul du Y, on voyait qu'on avait une variation de 0,60. C'était sûr et certain qu'on allait dépasser parce que notre rayon était de 0,4. C'était certain que le trou allait être non conforme. Question numéro 3. Est-ce que le trou numéro 2 est conforme? On va donc répéter le même exercice. Dans les calculs, en x, on voit que notre x nominal pour le trou numéro 2 est toujours à 20 mm. On peut voir ce qui a été mesuré, donc la mesure réelle, 20,19. La variation en absolu est donc de 0,19 mm. Si on regarde en y maintenant, on peut regarder sur le plan que le nominal du y est à 45 mm. Le y réel, tant qu'à lui, est à 44,83. Donc si on fait la variation toujours en valeur absolue, ça donne 0,17 mm. On sait que le rayon est toujours le même, donc on va réutiliser le 0,4. Puis on va faire notre calcul qui va nous donner un rayon de 0,25. 0,25 est plus petit que 0,4. En ce sens, le trou est accepté. Question numéro 4. Est-ce que le trou numéro 3 est conforme? On réutilise toujours la même formule.
On va calculer maintenant le x. On peut voir sur le plan que le nominal est à 400 mm et que le réel est à 400,36, ce qui nous donne une variation en valeur absolue de 0,36. En y, on peut voir que on est coté à 30 selon le plan. La mesure réelle est à 29,80, ce qui nous donne une variation de 0,20 mm. Si on fait le calcul, on va remarquer que notre rayon est à 0,41 mm. 0,41 est plus grand que 0,4. En ce sens, le trou est refusé. C'est ce qui conclut notre chapitre 4. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez pu repratiquer le concept de tolérancement diamétral.